La contre-offensive à hauteur d'homme. À quoi ressemble-t-elle concrètement? On a reçu pour la première fois des documents, 2 documents en l'occurrence, qui nous permettent de toucher du doigt, et c'est toujours assez exceptionnel, on aime le faire ici lorsqu'on en a l'occasion, de toucher du doigt la façon dont se déroule cette contre-offensive. Alors c'est un front bien particulier, c'est le front qu'il y a pas très loin de Bakhmout. Il y a plusieurs fronts. Et ils ne se ressemblent pas tous. Là, on est sur un front bien précis, mais on réalise, on met des images, on met des impressions, on met des sensations d'une certaine manière sur cette opération de contre-offensive. On va découvrir ces séquences. Installez-vous bien parce que les images que nous allons voir sont rares et elles sont tournées donc ces toutes dernières heures. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors ce que vous nous présentez, Justine, c'est un assaut ukrainien, en l'occurrence, mené dans le cadre de cette contre-offensive contre des positions russes. Oui, d'abord, pour bien situer les lieux, on est sur une des 3 zones les plus actives de la totalité du front, précisément à Andrivka, effectivement pas très loin de Bakhmout, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville. Et les hommes que vous allez voir appartiennent à la 3e brigade d'assaut ukrainienne. Voilà la première de ces séquences. Une petite dizaine d'hommes est en train de faire mouvement, comme on dit, appuyé par ce véhicule blindé, sans doute un Bradley américain, parce qu'une position russe a été repérée dans le sous-bois et on est en pleine attaque. Et écoutez, tout de suite, les tirs de fusils mitrailleurs pleuvent en rafales. Arrêtons-nous quelques secondes sur cette image, car quelques détails nous aident à situer à qui on a affaire. Sur le blindé, on voit une croix blanche et le numéro 137. C'est un marquage, semble-t-il, nouveau dans cette guerre qu'on n'avait pas vu jusqu'alors sur le matériel ukrainien. C'est de toute évidence le marquage des véhicules qui participent à cette contre-offensive. Regardez aussi ces adhésifs verts que portent ces hommes sur leur casque, mais également sur leurs bras. C'est un nouveau marquage également qui désigne sans doute les nouvelles unités formées par les pays occidentaux ces derniers mois, spécialement pour cette contre-offensive. On ne les avait pas vues jusqu'à présent, en tout cas. Revenons à notre assaut. Après une première salve, vous allez voir qu'un ordre est donné. On se sépare et on s'éparpille. Nous ne voyons pas les Russes, le soleil est bas, la lumière est en contre-jour, mais eux les voient, ils les visent et évitent les tirs. Et quand on écoute bien, effectivement, on entend siffler les balles. Vous allez entendre cet ordre à nouveau. Les Ukrainiens avancent prudemment et on leur demande de se disperser et de maintenir la distance. Légère accalmie quand les hommes parviennent dans le sous-bois. Les tirs de réplique ont cessé. Les seuls bruits, ce sont les branches qui craquent et des détonations lointaines. Les Russes ont-ils fui ou ont-ils été touchés? En tout cas, l'unité parvient jusqu'à la position russe. On voit effectivement les restes de campements ennemis, des déchets au sol, preuve qu'ils ont dû passer quelques jours dans ce sous-bois. L'une des femmes, vous allez l'entendre, alerte. Quelqu'un se cache dans le bois, son coéquipier déballe alors cette arme, visiblement un lance-roquette. Il va lui servir, entre guillemets, à nettoyer les lieux, comme ils disent, procéder au dernier tir, vous le voyez, pour s'assurer que la position est gagnée. Et si l'on n'entend aucune réplique, ce qui est le cas, dans ce cas, l'avancée est donc réalisée. Voilà pour la première de ces séquences. Et le moins qu'on puisse dire, effectivement, ce sont des images tournées par les soldats ukrainiens eux-mêmes. D'ailleurs, il faut le dire, le redire, tout n'est pas forcément montré dans ces séquences. Ce n'est pas un observateur indépendant qui est en train de filmer. Ce sont les soldats ukrainiens eux-mêmes. Autre séquence, dans la même zone, tournée également par des soldats, le combat de tranchée à tranchée cette fois. Oui, regardez, on voit ces hommes en chemin vers la position russe dans un véhicule blindé. Les soldats qu'on découvre appartiennent à la même brigade avec le même casque vert. Mais le champ de bataille est effectivement un peu différent. On voit qu'on est au milieu d'un grand no man's land, pas de sous-bois pour se cacher. Les Ukrainiens ont pris position dans ce ravin. En face, les Russes ont leur tranchée. Et ce qui est frappant, c'est que les 2 positions sont à une vingtaine de mètres l'une de l'autre. C'est presque du corps à corps. Les soldats utilisent alors leurs grenades, puis leurs fusils mitrailleurs pour se couvrir. On ne voit pas l'ennemi. Et ainsi de suite, fusils mitrailleurs, grenades, les Russes sont harcelés. Puis les soldats de Moscou répliquent, ils envoient à leur tour une grenade, regardez, elle explose sur le parapet ukrainien en soulevant
des gerbes de terre, vous la voyez juste ici, et ça continue, les tirs ukrainiens se font plus nourris, 1, puis 2, puis 3 grenades. On voit effectivement les nuages de poussière au loin après l'explosion. À ce moment-là, les soldats ukrainiens pensent avoir fait le plus dur. Et c'est le moment d'avancer. Vous allez voir un soldat part en éclaireur, un peu à découvert, mais il est à court de grenades. Son équipier lui en lance une, il la dégoupille et il la lance aussitôt, puis poursuit sa marche en avant. L'image se coupe et on retrouve les soldats quelques secondes plus tard. Ils ont pris la tranchée adverse. On la reconnaît effectivement à ses barbelés et au reste d'équipements à l'intérieur. Pendant que les soldats de Moscou fuient, les tirs continuent. C'est terminé, la position est gagnée. Sur ces images, effectivement, on ne voit pas de soldats blessés côté ukrainien. Mais vous le disiez, tout n'est pas forcément montré. L'assaut, en tout cas, aura duré quelques minutes pour ne gagner que quelques mètres. Merci Justine. C'est rare, encore une fois, qu'on puisse observer cette guerre et qu'on puisse observer aussi la violence de cette guerre. Parce que bien souvent, on la voit de loin. Il faut toujours avoir en tête ce qu'est la guerre. Principaux enseignements pour vous, Général Trinquant, de ce que vous venez d'observer? Alors, plusieurs enseignements avant de passer à la tactique, c'est-à-dire ce qui s'est passé là, qui est très intéressant. Stratégiquement, si vous voulez, il y a deux guerres. Il y a la guerre des images et la guerre sur le terrain. Et on voit que la guerre des images, il y a les positions gagnées par les Ukrainiens. Là, on parlera du combat tout à l'heure, mais il y a d'autres images sur des villages pris, etc. Et de l'autre côté, vous avez les images données par les Russes, où on voit 3 véhicules détruits, toujours les mêmes. Et donc, c'est pour montrer en permanence ce qu'on a envie de montrer. Le deuxième point, c'est là, l'attaque, c'est très intéressant. Attaque d'infanterie et sous l'appui du véhicule blindé avec son arme de bord. On voit, si j'ose dire, un peu la formation américaine. La densité du tir. Je veux dire, ils consomment quelques munitions, là. Il y en a pour un moment. Mais la densité du tir, c'est-à-dire la saturation pour que les gens en face ne puissent pas lever la tête. Ça, c'est la première séquence. Ne puissent pas lever la tête et les viser à leur tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais on tire tellement, et c'est à ce moment-là qu'ils avancent. Avec ça, j'aimais beaucoup entendre, parce que j'aurais aimé entendre les mêmes paroles pour les chars qui étaient les uns sur les autres. C'est distance, distance. C'est classique dans l'armée. Distance, distance. Les hommes ont tendance à se rapprocher pour être... Et en fait, il faut garder des distances pour pouvoir d'abord avoir un champ de tir beaucoup plus large, et puis offrir moins de cibles. Vous comprenez bien que quand vous êtes serré, il suffit d'un tir et puis vous en tuez plusieurs, quoi. Donc ça, c'est la première séquence, donc, c'est dans le sous-bois, l'assaut dans le sous-bois. La deuxième séquence qui est dans les tranchées, d'abord, chapeau au lanceur de grenades. Je ne sais pas si vous avez déjà lancé une grenade, mais à la distance à laquelle il la lance, je dis chapeau. Moi, je ne lance pas une grenade à cette distance-là. Et on voit bien, ça c'est classique, mais là, on est dans la guerre de 14. C'est-à-dire lancement de grenade, tir, lancement de grenade, tir, saturation, et on monte. Et là, on ne les voit pas monter. Vous avez vu que dans les images après, on en voit très bien qu'il y a une caméra GoPro, en fait. Il n'y en a qu'un seul qui l'a. Et probablement celui qui filme, bien sûr. Donc il y en a 2 sur l'ensemble de l'équipe, qui sont là pour prendre les images, qui au passage, ne sont pas seulement faits pour les médias, mais sont aussi faits pour que l'unité apprenne. C'est-à-dire qu'après, on va vous montrer les images et on dit, mais ouais, là, vous n'avez pas fait le bon truc. Enfin, s'ils ont le temps, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, là. Mais je trouve que c'est des images, aussi bien sur l'assaut dans le sous-bois que l'assaut en terrain découvert, où on voit qu'ils viennent de la même direction. Pour les deux, vous avez le soleil en face. Ce qui, au passage, est un avantage considérable pour les Russes, parce que la cible est éclairée, alors qu'eux, au contraire, ont du mal à voir, puisqu'il y a le soleil devant eux. Vous voyez ? Donc, ils agissent, on disait, à 20 mètres les uns des autres, mais dans la même direction, sur des secteurs de terrain complètement différents. Et au passage, je souligne, je vous l'avais dit, Bakhmout, l'intérêt, pas de dents de dragon, pas de champ de mine, donc des tranchées. Mais des tranchées, ça se prend et ça permet la progression. Et c'est donc, pour ça, sans doute, que c'est l'un des 3 fronts qui a été choisi par les Ukrainiens. Je le pense, et pour moi, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'ils ont vu que Wagner s'en allait, la relève russe est ce qu'elle est sur le terrain, et les Ukrainiens qui connaissent bien le terrain, alors que Wagner est parti, et c'était les seuls à bien connaître le terrain, on va profiter de cette situation où les troupes connaissent mal le terrain, où il n'y a pas de préparation
contre les blindés, mais dans un premier temps, il faut le gagner avec l'infanterie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a pas de riposte aérienne russe, il n'y a pas de drone russe, il n'y a pas d'aviation russe. Alors ça, c'est le sujet stratégique qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on vous dit toujours qu'il faut monter des opérations avec la supériorité aérienne. Et la supériorité aérienne, ça veut dire quoi là? Les Ukrainiens ont une telle densité d'armes antiaériennes que l'aviation russe n'intervient pas. Alors méfions-nous. Peut-être qu'au moment où il y aura des grosses colonnes blindées, etc., peut-être qu'ils le feront. Mais pour l'instant, en tout cas, l'aviation russe, elle tire des missiles à partir de la Caspienne. Elle n'est pas du tout présente sur le front. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est une question que j'avais posée d'ailleurs au chef d'état-major de l'armée de l'air français, en lui disant, parlez-moi de la supériorité aérienne. Parce que là, on ne la voit pas. Et simplement, dernier point, avec cette méthode-là, donc presque le corps à corps, une méthode que vous comparez à celle de 14-18, des hommes, des grenades, des fusils et un peu d'engins blindés. Est-ce qu'on peut avancer des kilomètres et des kilomètres? Ou est-ce que forcément l'ambition est limitée? Ah non, mais dans le cas de Bakhmout, on peut avancer beaucoup. Parce qu'une fois qu'on va avoir pris les premières tranchées qu'il y a là, il n'y a pas vraiment de défense qui a été installée derrière. Donc il y a la possibilité de le faire. Et les véhicules blindés que vous voyez qui sont avec de l'armement de bord, là c'est encore léger, il n'y a pas de chars là pour l'instant. C'est uniquement des véhicules d'accompagnement d'infanterie qui utilisent leurs armes de bord extrêmement utiles parce qu'ils sont surélevés par rapport aux autres, ils ont beaucoup de munitions et ils sont protégés. Donc ils peuvent effectivement beaucoup aider l'infanterie débarquée. Vos remarques, vos réflexions à la découverte de ces scènes, la guerre au ras des hommes, si j'ose dire. Je m'arrête sur la séquence des tranchées. Je me souviens que très tôt, après le déclenchement de l'agression russe, on avait eu l'impression qu'on allait vivre à la fois une guerre d'avant-hier et une guerre d'après-demain. La guerre d'avant-hier, c'est les tranchées et les jets de grenades à la main. C'est effectivement Verdun. Bon. Et pendant ce temps-là, vous avez du cyber, vous avez des drones, vous avez des systèmes de vision nocturne, vous avez des satellites qui survolent le champ de bataille. Donc on reste dans cette sorte de dichotomie assez paradoxale, assez étrange. Deuxième observation, par rapport aux images, vous y faisiez allusion, David, tout à l'heure. Il est vrai qu'il y a les images qu'on montre, il y a celles qu'on cache, il y a celles qu'on met en scène, il y a celles qu'on détourne, et il y a celles peut-être demain qu'on invente. Intelligence artificielle à l'appui. Et pour le moment, nous n'avons pas d'image qu'on pourrait qualifier d'indépendante. Donc il va falloir se méfier d'un phénomène qui va, je crois, nous poursuivre dans les semaines à venir, c'est l'effet de loupe que peut suggérer ce type de séquence, dont l'intérêt, par ailleurs, est incontestable. C'est-à-dire que, vous savez, on va avoir tendance à chaque fois à essayer de décrypter des images, mais tant que les images en question émaneront de l'un ou l'autre des belligérants, ce sera un exercice qui sera en partie acrobatique. Vous savez, le vieux proverbe chinois, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt, il va falloir beaucoup regarder la lune dans les semaines qui viennent. Elena ? Moi, ces images, je pense à une amie ukrainienne qui était dans l'infanterie au moment de la contre-offensive sur Kharkiv, qui est réalisatrice par ailleurs, mais qui avait pris les armes pour combattre, Alissa Kovalenko, ukrainienne. Et elle me disait que son rôle à elle était justement d'être dans l'infanterie, de monter sur les positions russes. Et vous avez beau écouter ces récits et se dire qu'ils ont un courage quand même incroyable. C'est vrai qu'à voir ces images, on prend la mesure et l'ampleur de la chose. Vous n'avez jamais un journaliste qui ira... jamais, ou alors à moins d'être un ancien combattant. En réalité, si, j'en connais qui étaient avant des combattants, qui aujourd'hui sont à la caméra, qui vont dans ce genre d'opération. Mais enfin, c'est quand même extrêmement rare qu'ils aillent à ce degré c'est même plus la ligne zéro. Enfin, je pense que là, ils sont dans les tranchées de l'ennemi déjà, parce que dans le Donbass, des tranchées, il y en a depuis 2014, mais sans doute que si les Ukrainiens sont arrivés jusque-là, ils n'ont pas creusé les tranchées en face des Russes, ils ont déjà dégagé les Russes de ces tranchées pour l'utiliser et avancer. Ouais. Donc je crois que c'est la première fois qu'on voit des images comme ça, cette guerre en temps réel, quasiment filmée par des GoPro, par des combattants. Une guerre d'une telle ampleur aussi, puisque déjà cette guerre est sans précédent, mais en plus ces images sont sans précédent, donc c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Se pose aussi la question, en regardant ces images, de la motivation, parce que pour retourner à cette amie qui était dans la contre-offensive ukrainienne, les Ukrainiens y vont et ils n'hésitent pas une seconde. Je parle sous votre contrôle général. Et pardon de vous interrompre, Elena, quand on regarde ces séquences dans l'intégralité, qu'on entend tout, ce qui est frappant aussi, c'est
je dirais pas l'élan avec lequel ils y vont, mais ils se parlent entre eux et on n'a pas le sentiment d'avoir affaire à des soldats qui se disent je peux mourir d'un instant à un autre. Il y a du cœur, il y a même une forme d'enthousiasme dans la manière dont on les entend quand ils font cette... Encore une fois, il y a sans doute un effet de loupe et des images qui ont été choisies pour être montrées. Il y a sans doute des moments de panique, il y a des moments de désespoir, on en a vu aussi. Mais il n'empêche que c'est vrai que leur motivation est incroyable. Ils sont prêts à mourir, ils savent qu'ils peuvent mourir à tout instant. Lorsqu'on a vu des choses côté russe sur les mobilisés envoyés au front, dans des champs à découvert, se plaignant ensuite du fait qu'ils étaient artilleurs mais qu'ils étaient utilisés en infanterie, etc. Que ce soit le degré de préparation ou la motivation, on sent clairement, et vous parliez tout à l'heure de la tactique américaine, on sent clairement que chez les Ukrainiens, les deux sont au rendez-vous et vont sans doute jouer pour cette contre-offensive. Et au passage, juste un mot, Général Trinquant. Donc ils ont un nouveau signe distinctif qui correspond aux brigades d'assaut de la contre-offensive. Oui, probablement. Alors moi, j'ai pas vu les autres unités. Est-ce que c'est l'ensemble des forces qui attaquent aujourd'hui, qui ont ce signe de reconnaissance, de même que sur les véhicules blindés, la croix blanche qui a été mise pour les identifier. Je ne sais pas, il faudra voir un peu les autres unités. Juste pour revenir là-dessus, je pense que là, on voit les mécanismes du combat qui ont bien été intégrés. Moi, j'avoue que le gars qui n'a pas de grenade, qui demande à l'autre, tu m'envoies une grenade, qui envoie une grenade et qui l'envoie tout de suite, sacré mécanisme quand même. Vous voyez un peu ça se fait à l'entraînement, ça se répète à l'entraînement. Oui, et puis grande confiance entre les soldats eux-mêmes. Et il a son copain qui est là-bas, j'ai plus de grenade, tu m'en envoies une tout de suite, hop, et en avant. Donc ce sont des mécanismes, c'est ce qu'on appelle le drill. On dit toujours, la sueur épargne le sang. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner pour arriver à ce type de réaction. Je précise qu'on a vu les soldats d'assaut avec le scotch vert sur le casque. On a vu des scotch bleus qui correspondraient à des soldats de brigades motorisées, à des soldats de logistique, à des soldats qui ne sont pas directement affectés au combat. Mais bref, visiblement, il y a une signalétique pour ces soldats. C'est peut-être une manière aussi de développer l'esprit de groupe, l'esprit de corps. Là, vous avez raison, parce que l'esprit de corps est extrêmement important là-dedans. Et on parle de la brigade d'assaut, donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Et ils sont extrêmement fiers de leur unité et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Voilà, les gens du génie, les soldats du génie, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Antoine, un mot là-dessus ? Non, simplement pour dire que c'est clair que c'est des images qui sont destinées à nous, aux Occidentaux. On a besoin de savoir ce qui se passe et l'armée ukrainienne en est consciente. Et donc, il faut avoir cette distance critique. Je rejoins ce qui a été dit. J'ajoute aussi qu'il faut bien être conscient que c'est des images qui ont été tournées il y a 48 heures, 72 heures. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On a 2, 3, 4 jours de décalage entre ce qui se passe en Ukraine et ce qu'on apprend de ce qui se passe en Ukraine. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis l'autre point important, ça a été dit à d'autres moments, c'est que les vraies avancées se font la nuit. L'avantage de l'armée ukrainienne par rapport à l'armée russe, c'est d'être capable d'avancer la nuit. Donc ça, probablement c'est intéressant, c'est important, mais c'est pas là où se font les vraies avancées, à mon avis, de l'armée ukrainienne. Oui, ce point est extrêmement important parce que les appareils de vision nocturne dont disposent les Ukrainiens, fournis par les Occidentaux, sont d'une qualité qui n'a absolument rien à voir avec ce que les Russes font. D'ailleurs, il faut se souvenir qu'au départ, les Russes avaient de l'équipement fourni par les Occidentaux, qui s'est arrêté, la fourniture s'est arrêtée en 2014, et depuis, il y a eu beaucoup et ce sont des leçons que l'armée française avait tirées. C'est-à-dire que la nuit, il valait mieux attaquer la nuit. C'est pour ça que je me demande si l'observation, là, c'est pas un début d'assaut avec le soleil couchant, vous voyez, oui, pour continuer l'action durant la nuit, parce qu'eux ont un avantage considérable avec les équipements de vision nocturne qu'ils ont. Bien.